Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Magazine pluriel. Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal magazine pluriel. Voici les titres: don de matériel informatique à 60 communes du Togo. Le geste émane du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires avec l'appui financier du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. 13 mars 2016, 13 mars 2021, 5 ans jour pour jour, une attaque terroriste avait fait plus d'une vingtaine de morts dans la station balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Des hommes armés ont surgi sur la plage et ont tiré sur les vacanciers. Si la vie a repris à Bassam, cette attaque a fortement marqué la ville, ses habitants et le secteur du tourisme. Tchad, lancement d'une large plateforme contre le 6e mandat d'Idriss Déby. Le collectif va lancer à partir de ce samedi un mouvement dénommé Wakitam en arabe, c'est-à-dire le moment est venu en français, qui débute par un appel à manifester pour pousser Idriss Déby, candidat à sa propre succession, à ne pas briguer un 6e mandat le 11 avril prochain. Le sieur Yato Kodjo est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir assassiné sa femme qu'il accusait de le tromper avec un autre homme. Ce sera dans les échos du palais de ce samedi. À suivre également dans ce journal les sports et la revue de presse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue. Nous le disions en titre, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, avec l'appui financier du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a fait don de matériel informatique à 60 communes du Togo. C'était hier au cours d'une cérémonie officielle d'un coût total de 190 millions de francs CFA. Ce don composé d'ordinateurs, d'imprimantes, d'onduleurs, d'armoires, chaises et autres vise à renforcer le processus de décentralisation amorcé par le gouvernement togolais. Aliou Mamadou Dia, il est représentant résident du PNUD au Togo. Les communes ont été installées, les maires sont installés, les conseils municipaux sont installés. Il faut maintenant trouver les moyens de les mettre au travail. Donc c'est pour ça que le PNUD, dans le cadre d'un projet que nous avions l'année dernière, c'est un projet qui a été mis en œuvre pendant 12 mois, où nous avons appuyé 5 communes. Mais nous avions aussi décidé d'accompagner 60 communes avec des équipements informatiques, des mobiliers de bureau. Ce n'est qu'un début. Cette année, nous allons lancer un grand programme sur la décentralisation et le développement local. Et ce programme vise à faire davantage pour renforcer le processus de décentralisation au Togo, en partenariat effectivement avec le gouvernement, mais aussi avec les autres partenaires au développement. Les bénéficiaires se disent satisfaits et promettent une bonne utilisation des matériels. Alexis Akrebourou, il est maire de la commune Lac 1. Aujourd'hui, on a reçu un don de matériel informatique, ce qui est pour nous à la fois une joie, un bonheur et de l'utilité. Elle rencontre un besoin pressant des communes pour s'équiper en matériel informatique pour travailler. Elle nous permet de mieux être au service de nos populations. C'est un outil de travail qui permet d'améliorer les prestations que nous délivrons à nos administrés. La première chose à attendre de ces communes, c'est une très bonne utilisation. La cérémonie s'est achevée avec la signature du transfert de matériel entre le ministère en charge de la décentralisation et le PNUD. La formation des chefs et directeurs centraux, des comptables et responsables des ressources humaines du ministère de la Communication et des médias a pris fin hier vendredi. L'atelier a permis de nouvelles connaissances sur la gestion des finances publiques. Certains participants se sont prononcés sur cette initiative.
Cette formation a été la bienvenue parce que je ne savais pas beaucoup de choses. C'est une première. Une première parce que les agents que nous sommes de la communication, on entend toujours parler des finances, mais on ne sait pas concrètement comment cela se doit. Cette rencontre nous a permis d'être au parfum du nouveau statut de la fonction publique et de connaître nos avantages en tant que fonctionnaire. Quelle est ta carrière? Tu rentres, comment tu es rentré, comment tu évolues jusqu'à la fin? Souvent, nous ignorons les textes, nous ignorons ce qui nous régit et nous ne pouvons pas appliquer ni en bénéficier pleinement. J'ai été très édifié par cet atelier. Les rideaux sont également tombés hier sur la formation apportée aux responsables d'entreprises à Lomé. C'est une initiative de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Le port autonome de Lomé, la société Salt et l'Office togolais des recettes sont les entreprises qui ont été engagées en première vague dans cette formation sur les risques professionnels. Pour ce dernier jour des travaux, il a été question de restituer les cas pratiques, voire les dispositions à prendre à chaque niveau en vue de prévenir d'éventuels risques professionnels. Wadabalo Baniza, il est de l'OTF. Aujourd'hui, particulièrement, nous avons procédé à la restitution des cas pratiques que les formateurs nous avaient demandé. Donc, il y a eu des travaux, disons, en entreprise, des travaux pratiques qui nous ont permis de voir sur le terrain qu'est-ce qui devait être fait, quelles sont les dispositions à prendre à tous les niveaux, ce qui a pu bien marcher, ce qui doit être amélioré. Donc, voilà, en gros, ce que nous avons pu faire aujourd'hui. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNS, a entrepris une telle initiative avec l'appui financier du Bureau international du travail BIT. Les travaux des prochaines vagues vont se poursuivre jusqu'au 9 avril. Les communes de la région des Plateaux ont désormais une association dénommée Association intercommunale pour le développement dans les plateaux. AIDAP, elle a pour but d'assurer la gestion concertée des infrastructures agro-pastorales et autres actions de développement. L'AIDAP a été mis en place lors d'une assemblée générale constitutive tenue à Noché les 11 et 12 mars 2021. Odette Pira. La mise en place de cette structure s'inscrit dans le programme Pabo Barma, financé exclusivement par l'Agence française de développement. Dans l'exécution de ce programme, il est prévu l'installation d'une structure entre les communes qui prendra en charge la gestion de la filière agro-pastorale et d'autres actions de développement. C'est pour répondre à cette composante que l'AIDAP a été créé. Le président élu à la tête de la structure, Atara Tafarba, promet veiller à son bon fonctionnement. Il est élu pour un mandat de 1 an. C'est la surprise parce que l'Assemblée a décidé de nous confier le pilotage de cette association. C'est vraiment une surprise, c'est ça qui fait l'émotion. À la lecture des statuts, chaque conseil municipal doit pouvoir adopter. Donc je demande à ce que les conseils municipaux regardent à travers ces statuts le développement des autres. C'est une question de solidarité. Donc les conseils doivent pouvoir délibérer par rapport au contenu de ces textes pour que les communes qui ne bénéficient pas d'infrastructures agro-pastorales puissent également s'arrimer à celles qui en ont pour que nous puissions ensemble avancer. C'est ça l'avantage de l'intercommunalité. Dans l'agenda de cette association, cette année, il est prévu le diagnostic des actions à mener dans les communes membres, l'élaboration du règlement intérieur. Khalid Traoré Abdoul Jalilou, secrétaire permanent de l'association. Pour le moment, l'association a été mise en place. Tout d'abord, ce qu'il y a lieu de faire avec l'ensemble des communes, nous allons faire le diagnostic de toutes les communes, les territoires qui sont concernés, voir quelles sont les actions concrètes qu'on pourra mener, non seulement dans le groupe pastoralisme, mais également dans d'autres développements, notamment les services de santé, les écoles et autres. Là. Donc on va essayer également de poser le diagnostic pour voir qu'est-ce qui peut être possible à mettre en œuvre. Ça, c'est ça. Mais bien avant ça, là, il faudrait aussi qu'on élève le règlement intérieur. Cette association-là, elle va en même temps démarrer. Tout à l'heure même, nous allons faire un lancement officiel. Et d'emblée, là, les activités vont commencer. Puisque les partenaires sont là, ils veulent nous soutenir, nous avancer, quoi. Cette assise a été rendue possible grâce à ETD, Entreprise, Territoire et Développement. L'association s'est aussi inspirée de celle de la région des Savanes mise en place pour la même cause.
Actualité internationale à présent, cap sur le Bénin. Eh bien, l'opposition béninoise ne désarme pas. À un mois de l'élection présidentielle, le parti Les Démocrates de l'ancien président Boni Yayi réclame toujours à Patrick Talon un dialogue et une élection inclusive le 11 avril prochain. La commission électorale et la Cour constitutionnelle ont éliminé de la course tous les poids lourds de l'opposition. Aucune candidature d'envergure n'est faite face à Patrick Talon. Il s'agit d'une revendication que l'opposition n'abandonne pas, avec pour objectif d'arrêter un processus électoral qu'elle estime verrouillé et exclusif. Burkina Faso, une semaine après son installation, le nouveau chef de file de l'opposition a rencontré le président du Faso, Edi Komboigo, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, parti créé par l'ex-président Blaise Compaoré, est allé discuter vendredi 12 mars avec le chef de l'État des grands sujets qui font l'actualité dans son pays. La lutte contre le terrorisme, le processus de réconciliation nationale. Le chef de file demande des actes forts et une clarification de l'option choisie. Meurtri il y a 5 ans par une attaque terroriste qui avait coûté la vie à plus d'une vingtaine de morts, la vie a repris à Grand Bassam, situé à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. Cette attaque a fortement marqué la ville, ses habitants et le secteur du tourisme, comme nous le précise ici Grâce Goto. Cette journée, on ne va pas l'oublier, c'est sûr, témoigne Patrick Collin, le propriétaire de la Nouvelle Payotte, un des hôtels particulièrement touchés lors de l'attentat de 2016. Ce jour-là, des hommes armés ont surgi sur la plage et ont tiré sur les vacanciers. Les tirs se sont accentués et il y a eu un moment de flottement. Les gens ne savaient pas trop quoi faire. J'ai vu les 2 gars qui arrivaient. Ils avaient des armes et on voyait que ce n'était pas des cannes à pêche, raconte Patrick. Située à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, l'ex-capitale coloniale riche en histoire et en hôtels était devenue la première destination touristique du pays, surtout depuis son entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. Plusieurs personnes ont été arrêtées en lien avec cette affaire dans plusieurs pays et notamment au Mali. En Côte d'Ivoire, 2 militaires ont été condamnés à 10 ans de prison pour complicité en août 2016. Mais les commanditaires, eux, n'ont pas encore été arrêtés. Au Tchad, une plateforme constituée d'organisations de la société civile, des principaux partis d'opposition, de syndicats ou encore d'organisations de jeunes a vu le jour hier vendredi lors d'une conférence de presse organisée à N'Djamena, la capitale. Objectif, amener Idriss Déby, candidat à sa propre succession, à ne pas briguer un 6e mandat le 11 avril prochain à Biré-Lemou. Dénommé Wakit Tam en arabe, en français, le moment est venu. Ce collectif débute ce samedi par un appel à manifester. Le groupe de coordination de cette plateforme planchait secrètement sur son lancement depuis novembre 2020, au moment où le pouvoir tchadien organisait son forum national inclusif. 4 mois plus tard, ils disent avoir appris des échecs de précédents mouvements citoyens tels que l'INA ou Trop c'est trop. Pousser le président Idriss Déby à ne pas briguer un 6e mandat et empêcher l'organisation de la présidentielle du 11 avril, tel est l'objectif de cette plateforme. Il y a quelques jours, le porte-parole du parti MPS au pouvoir, Jean-Bernard Padaré, a lancé une mise en garde à tous ceux qui cherchent à empêcher la tenue des élections. Vous êtes attendus de pied ferme, a-t-il prévenu. De son côté, le président sortant Idriss Déby doit lancer sa campagne électorale ce samedi lors d'un grand meeting organisé dans la capitale N'Djamena. La campagne agricole va bientôt démarrer au Togo. Le pays va bénéficier de l'accompagnement de la FAO, l'Organisation mondiale de l'agriculture et de l'alimentation. Celle-ci se propose d'intervenir contre la peste porcine africaine à travers la sensibilisation des éleveurs.
La FAO va aussi appuyer environ 20 000 ménages impactés par la Covid-19 en intrants agricoles. Autre intervention de l'institution onusienne cette année au Togo, la restauration des paysages au niveau des ZAP, zones d'aménagement agricole planifiées. En collaboration avec le MIFA, la FAO va s'investir également dans la culture de la tomate et du riz. L'entrepreneuriat des jeunes est aussi au programme. Pour s'en savoir plus sur ces projets que va financer la FAO, nous recevons aujourd'hui M. Ayetunde Edjiwa. Il est chef programme FAO Togo. Il est interrogé ici par Odette Ekwira. Monsieur Oyetunde Edjiwa, bonjour. Bonjour. La FAO appuie les États du monde dans la lutte contre la faim en finançant les projets. La campagne agricole va bientôt démarrer au Togo. Quels sont les projets que la FAO va financer durant cette campagne agricole? La FAO intervient dans plusieurs États, et c'est vrai, et nous avons des priorités que nous pouvons résumer grosso modo en 3. La première priorité, c'est comment on contribue à éliminer la faim dans le monde. Deuxièmement, comment on utilise durablement les terres pour des productions animales, halieutiques, sylvicoles, etc. Donc tout ce qui est gestion durable des ressources naturelles. Et enfin, toutes les questions transversales, notamment la protection sociale, la réduction de la pauvreté. Alors, au Togo, nous avons 40 ans d'existence et vous avez voulu savoir qu'est-ce que nous allons faire cette campagne comme d'ailleurs toutes les autres campagnes. Eh bien, en s'alignant à la feuille de route du gouvernement, il y a 5 interventions de la feuille de route sur lesquelles la FAO s'aligne, dont 3 programmes et 2 réformes. Alors, pour cette année, avec le ministère de l'Agriculture, nous avons des interventions, notamment sur la question de la peste porcine africaine. Vous vous souvenez que en fin d'année et en début d'année d'ailleurs, il y a eu cette peste-là qui a sévi dans les régions des savanes et il y a eu à l'abattage de plus de 400 têtes de porc. C'est vrai que le gouvernement, en prenant ces mesures, donne des indemnités aux éleveurs, mais c'est une perte à gagner. Donc nous avons un projet avec la direction de l'élevage pour intervenir, sensibiliser les éleveurs de porc dans tout le pays, mieux les organiser et ensuite avoir un plan d'intervention pour gérer durablement ces questions de la peste porcine. Donc c'est une priorité pour nous pour cette campagne. Une deuxième intervention, et elle est liée à la Covid, c'est que nous avons une intervention et nous avons ciblé avec le ministère 9 préfectures dans lesquelles nous allons accompagner les populations les plus vulnérables à accéder à des intrants agricoles pour pouvoir démarrer la campagne et pour pouvoir les soulager par rapport aux effets néfastes de cette pandémie. Donc nous avons ciblé près de 2000 ménages à travers les préfectures dans lesquelles on va intervenir. Donc il y a 2 semaines, la coordination du projet basé au ministère de l'Environnement a circulé dans toutes ces préfectures pour interagir avec les autorités locales, les maires, les préfets, les chefs cantons, afin d'identifier ceux qui sont plus dans le besoin qui vont bénéficier de cette intervention. Avec le ministère de l'Agriculture, toujours, nous avons d'autres interventions, notamment la réflexion globale sur cette question de l'utilisation des terres autour des ZAP. Et donc, vous savez que c'est une priorité du gouvernement. Donc, nous allons aussi travailler sur cette question. Également, avec le ministère en charge des ressources forestières, nous avons des interventions. Vous savez que nous avons fait des interventions sur la meilleure gestion des coopératives autour des produits forestiers non ligneux. Et cette année, nous allons nous focaliser avec le ministère sur la restauration des paysages, puisque la décade est déclarée décade de la restauration des paysages et des écosystèmes. Donc nous avons avec le ministère en charge des forêts un projet pour travailler sur cette question et asseoir dans les préfectures un bon système de production des plans de qualité pour mettre à la disposition de ceux qui veulent reboiser, faire un exercice de cartographie pour savoir concrètement quelles sont les terres disponibles pour être reboisées. Aussi, avec le mécanisme forêt paysan, nous avons une vingtaine de coopératives avec lesquelles nous allons travailler et nous sommes en train de préparer un appel à proposition pour que les coopératives puissent soumettre des besoins et bénéficier des petites subventions qui vont jusqu'à $10 000 par coopérative
sur des questions très spécifiques, y compris des questions de Covid. On reviendra peut-être un peu plus en détail sur la question de la Covid. En dehors de toutes ces interventions, au niveau stratégique, nous allons travailler avec le MIFA sur le projet ProMIFA autour de 4 filières. Le riz, le maïs, la tomate et la production des poulets. Et je viens juste d'une réunion qu'on a fait en ligne pour discuter de ces chaînes de valeur-là. Donc, tout au long de l'année de cette campagne, nous allons travailler pour asseoir un bon plan de développement de ces filières et voir quels sont les besoins à renforcer en capacité. Travailler aussi sur les aspects de financement. Par rapport aux autres pays, est-ce que le Togo bénéficie suffisamment de la FAO? Alors, la FAO, comme une agence spécialisée des Nations Unies, travaille de la même manière dans tous les États membres. Et le Togo est un État membre. Et je vous ai dit que ça fait 40 ans que la FAO au Togo. Sur ce que nous appelons les allocations du programme régulier de la FAO, c'est de manière équitable. Et d'ailleurs, même en Afrique, ici, le Togo fait partie des pays qui ont le plus grand montant, fait partie parce qu'il y a des catégories de pays qui bénéficient d'environ $1 million chaque 2 ans. Ça, c'est sur les programmes réguliers. Maintenant, la différence, c'est les financements qui passent par la FAO, mais qui viennent des partenaires. Donc, dans certains pays, la Banque mondiale peut choisir, parce qu'elle n'est pas présente, peut choisir de ne pas avoir des coordinations de projets logés dans les ministères, mais les confier à la FAO, ou bien l'Union européenne, ou bien la BAD. C'est là qu'il y a la différence, le volume d'investissement que la FAO a dans les pays. Ça dépend des partenaires qui confient à la FAO la mise en œuvre des programmes et des projets selon les contextes des pays. Sinon, en tant qu'une agence des Nations Unies, tous les États sont traités de manière équitable. Voilà. Une des priorités du gouvernement aujourd'hui est l'entrepreneuriat des jeunes. Est-ce qu'un jeune porteur de projet peut bénéficier de l'accompagnement de la FAO? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Eh bien, la question de l'entrepreneuriat rural et surtout à l'endroit des jeunes est une grande priorité pour la FAO. Cet après-midi, il y a eu une conférence que la FAO a organisée pour partager l'expérience de la FAO dans 10 pays africains sur justement l'investissement, l'entrepreneuriat rural des jeunes. Et j'avais partagé largement ce lien avec certains pour y prendre part. Au Togo, par exemple, depuis 2 ans, nous travaillons sur cette question et précisément depuis l'année passée avec le PNPR, nous travaillons sur la formation, le renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs. À travers la vitrine de la FAO, nous avons fait la promotion de plusieurs jeunes entrepreneurs, plusieurs coopératives agricoles transforment des produits au niveau national. À travers le PNPR, nous sommes sollicités pour justement identifier les besoins en renforcement des capacités d'une centaine de jeunes qui ont bénéficié des financements du PNPR et des autres projets. Et nous sommes en train de travailler présentement avec l'Université de Lomé, notamment l'École supérieure d'agronomie, pour sortir des manuels de formation adaptés et pratiques que 6 centres de formation au Togo identifiés par le PNPR vont utiliser pour renforcer les capacités de ces jeunes entrepreneurs. Nous avons aussi des formations en ligne qui sont montées pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'embrasser l'agriculture. Et une question fondamentale aussi, c'est la digitalisation et la numérisation. Parce que les jeunes, pour qu'ils soient intéressés à l'agriculture, il faut aussi que toutes les facilités qu'on peut avoir dans les autres secteurs, qu'on les trouve dans l'agriculture. Et aujourd'hui, le numérique ou la digitalisation apparaît comme un élément fondamental qu'il faut intégrer dans le développement des chaînes de valeur agricole pour que les jeunes qui veulent aussi, à partir de leur smartphone, pouvoir gérer leur entreprise, pouvoir rechercher des clients, pouvoir vendre leurs productions, pouvoir faire tout comme on le ferait dans les autres secteurs, puissent le faire. Et je crois que c'est un défi majeur sur lequel la FAO travaille avec beaucoup de partenaires. Vous savez qu'il y a beaucoup de projets aujourd'hui, même quand ce ne sont pas des projets qui sont financés par la FAO, mais qui embrassent, qui encouragent, qui s'intéressent aux jeunes. Et d'autres partenaires également du système des Nations Unies, comme le PNUD, comme UNFPA, travaillent sur ces questions des jeunes. Voilà, donc un jeune entrepreneur qui veut s'investir dans l'agriculture peut bénéficier de l'accompagnement de la FAO, ne serait-ce que l'accompagnement technique. Parce que je précise que la FAO n'est pas un bailleur de fonds, c'est une agence spécialisée, une agence qui a beaucoup d'expérience technique, qui a beaucoup d'outils, beaucoup de documents.
pour un jeune qui veut vraiment se lancer, qui a besoin des repères, qui a besoin des conseils, qui a besoin des orientations, qui a besoin d'avoir des documents, qui a besoin de savoir quelles sont les expériences qui existent dans d'autres pays qui ont reçu et construire sur cette base-là. Et oui, ces jeunes-là peuvent bénéficier de l'accompagnement de la FAO. Alors, dites-nous, la FAO s'est engagée pour une faim zéro dans le monde. Est-ce que ce défi ne sera pas freiné par le Covid? Oui, la pandémie de Covid-19, vous savez, c'est très inquiétant. Et quand vous regardez les chiffres même, ce matin, je lisais la situation au Togo où hier, on nous parlait de à peu près 152 cas. C'est la première fois qu'on enregistre un si grand nombre de cas. Donc, la situation est inquiétante. Et je crois que la sensibilisation qui se fait, les émissions qui se font un peu partout, doivent pouvoir nous conscientiser davantage. Et le travail que la FAO fait avec tous les autres partenaires dans le secteur de l'agriculture, c'est justement faire en sorte que la pandémie ne nous conduise pas à une crise alimentaire. Et je pense que la campagne va bientôt commencer. C'est pourquoi dans notre intervention, nous déjà, la FAO, nous avons un programme spécifique de relance du secteur agricole avec les vulnérables dont je vous avais fait cas dans 9 préfectures. Nous avons un appel à proposition que nous allons lancer d'ici 2 semaines pour les coopératives et il y a un volet spécifique Covid. Nous avons près de 100 millions de francs CFA que nous réservons pour que les coopératives agricoles puissent bénéficier, pour prendre en compte des mesures barrières, tout ce qu'il faut pour s'assurer qu'ils ont les outils nécessaires, les mesures nécessaires sont prises pour éviter la pandémie en milieu rural et précisément au niveau de l'agriculture. Oui, la pandémie, elle est très inquiétante et je pense que cela demande l'effort conjugué de tous les secteurs. Les médecins de la santé vont faire son travail, tous les secteurs vont faire leur travail pour que vraiment on puisse inverser très rapidement cette situation inquiétante. Pour terminer, quelle est la part de chaque individu pour une faim zéro dans le monde? Alors, la notion de la faim zéro est très importante pour la FAO et cela fait partie des ODD. Ne laissez personne pour compte, ne laissez personne en arrière. La faim zéro, ce n'est pas seulement l'agriculture qui va régler cette question. Pour contribuer à la faim zéro, il faut renforcer les capacités, certes, des producteurs, des transformateurs, des industriels, mais aussi il faut renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs, des fonctionnaires. Donc la question de même les filets de protection sociale, toutes ces politiques qu'on met en place contribuent justement à lutter contre la faim. Et vous voyez que même déjà dans les écoles, au niveau de l'alimentation scolaire que le gouvernement est en train de promouvoir, vous avez vu ces derniers jours, tout cela participe à la faim zéro. Et ce qui est important, c'est que dès lundi, au niveau du Togo, va commencer un exercice que nous appelons le cadre harmonisé pour faire la situation de la sécurité alimentaire, pour voir quelles sont les tendances des indicateurs de sécurité alimentaire et déjà prévoir ou faire une projection sur les probabilités d'avoir des poches de famine ou le nombre de personnes qui vont pouvoir souffrir de la faim et de la malnutrition. Et la FAO est en train présentement de conduire sur l'ensemble du territoire national une enquête avec la DECID, justement pour voir quel est l'impact de la Covid sur les ménages en termes de sécurité alimentaire. Et toutes ces données analysées vont nous permettre de savoir déjà quelles sont les zones, quelles sont les populations à risque et quelles sont les actions qu'on pourra mettre pour orienter de manière ciblée nos interventions vers ces zones, afin que la question de la faim zéro ne soit pas seulement un slogan, mais que cela devienne une réalité dans notre pays. Monsieur Oyetunde Djiwar, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à toi, Odette Mira. Écho du Palais à présent, le sieur Diatou Kodjo, cultivateur né en 1977 à Blita, a assassiné sa femme qu'il accusait de le tromper avec un autre homme. Il a été condamné par la cour d'assises de Kara à 20 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits avec Hélène Assabi.
Le 23 septembre 2008, les agents de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Tandja à Blita ont été informés de la découverte d'un corps sans vie dans le village de Dikpelewu, derrière une maison d'habitation, lequel corps a été identifié comme étant celui de Damaluka Abina. S'étant immédiatement transportés sur les lieux indiqués, ils découvrirent le dit corps qui portait des impacts de coups de poignard à divers endroits. Selon les déclarations des uns et des autres, la victime aurait été agressée par le nommé Jato Kojo, son conjoint, en raison du fait que celui-ci la soupçonnait d'avoir des relations extra-conjugales avec un jeune homme du village. L'auteur aurait pris la fuite après son forfait, un avis de recherche ayant été émis par les agents enquêteurs contre lui a permis de le retrouver au Ghana où il a été interpellé puis transféré au Togo. Selon les renseignements, l'inculpé est décrit comme une personne calme, travailleuse, courtoise et aimable avec son entourage quand il n'a pas bu, mais d'une humeur bagarreuse et provocatrice sous l'effet de l'alcool. Il ressort donc, selon le cas d'espèce, que l'inculpé a commis un meurtre avec préméditation, laquelle préméditation se déduit du comportement qui a été le sien au moment des faits et qui a consisté pour lui à s'en retourner à son domicile, s'emparer d'une arme blanche avant de revenir affronter sa femme et son amant supposé, ce qui dénote clairement son intention d'en finir avec la vie de ces personnes. En se basant donc sur ces motifs, la cour d'assises de Kara, lors de l'audience du 11 avril 2018, a condamné le nommé Jato Kojo à 20 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain. À samedi prochain, Hélène Assabi. La nouvelle saison du championnat national de la première division démarre la semaine prochaine. Dans cette perspective, les différents états-majors des clubs ne lésinent pas sur les moyens. Presque tous ces clubs sont en stage de remise à niveau des joueurs, comme nous le dit Kilim Boyodi. La plupart des clubs ont choisi Lomé pour leur mise au vert et matchs amicaux. C'est le cas de Sara FC de Bafilo, ASCO et ASCK, les deux grands clubs de Kara, tout comme Ange de Notien. Quant aux rivaux de Cloto, Maranatha et Gomido, la préparation se fait à domicile. Idem pour les guerriers de Tchaoudjo, ce club qui a brillé par son silence au cours de cette pré-saison. Quant à son voisin de Colondais, Unisport, ses dirigeants ont choisi le Congo-Brazzaville pour affûter leurs armes. Mais un flou total règne autour des deux nouveaux venus au sein de l'élite, à savoir AS Bina de Pagouda et Entente de Lomé. Tout compte fait, cette saison qui se tient dans un contexte particulier lié au Covid-19 sera un test grandeur nature à tous les niveaux. La gestion efficiente de l'effectif, la transparence dans le classement, la violence sur le terrain, tout cela passera au crible et c'est le début d'un championnat professionnel. Que le meilleur gagne. Dernier virage de ce journal, la revue de presse. Un seul sujet à la une des journaux. J'allais dire l'arrivée des vaccins AstraZeneca au Togo suivi de la vaccination. Revue de presse, c'est une production de Léontina Togima. Top départ pour la campagne de vaccination au Togo, s'exclame la Nouvelle Tribune. Ça a effectivement commencé, renchérit le bâtisseur. La chef du gouvernement, Victoire Toméga-Dobé, a donné le ton pour ce l'hebdomadaire. Elle était suivie des membres du gouvernement, ajoute Ouara les vainqueurs. Le gouvernement a donné le ton que la population se prépare, informe Écho du pays. Cette campagne de vaccination a débuté avec plus de 150 000 doses de vaccins réceptionnées le week-end dernier, relate Vision d'Afrique. L'apparition Imagine demain nous rappelle que le Togo a pu bénéficier de ses premières doses de vaccins grâce à la plateforme COVAX, une initiative louable pour répondre aux besoins d'une partie de la population. Le Togo n'a pas seulement accueilli les vaccins en début de semaine, il a également abrité la deuxième réunion du groupe de soutien à la transition au Mali. Selon le médium, cette rencontre tenue à Lomé prouve l'engagement du chef de l'État pour une transition réussie.
Le Messager abonde dans le même sens et cite le président de la République. Nous n'avons d'autre choix que d'aider les Maliens à réussir cette transition. Fin de citation. Faure Gnassingbé encourage donc les autorités maliennes de transition à se concentrer sur les défis institutionnels et sociopolitiques. À la tense, note Ouara, les vainqueurs. Cette semaine a été également marquée par la Journée internationale des droits de la femme. Les journaux ont rendu un hommage à la femme togolaise. Togo Matin a mis en relief le travail qu'abattent les 12 dames au sein du gouvernement avec en tête Madame Victoire Tomega Dogbé. Les femmes prennent le pouvoir, à constater le quotidien privé. Vision d'Afrique, elle autre, s'est appesantie sur les conseils de la présidente de l'Assemblée nationale. Madame Yawa Djigbori Tchegan a invité la femme togolaise à être un exemple d'audace et de hardiesse. Nécrologie, pour finir, la Côte d'Ivoire pleure de nouveau la disparition de son Premier ministre. Ahmed Bakayoko est décédé mercredi dernier d'un cancer fulgurant. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Nous disons merci à Léontine Toguiman pour cette revue de presse qui met fin à ce journal. Un journal qui a été réalisé par Abiré Lemou, à qui nous disons merci. La mise en onde est l'œuvre de Ghislain Boubessi, à qui nous disons également merci. Merci à vous, fidèles auditeurs. Le rappel des titres avant de nous quitter. Don de matériel informatique à 60 communes du Togo. Le geste émane du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires avec l'appui financier du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. 13 mars 2016, 13 mars 2021, 5 ans jour pour jour, une attaque terroriste avait fait plus d'une vingtaine de morts dans la station balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Des hommes armés ont se régi sur la plage et ont tiré sur les vacanciers. Si la vie a repris à Bassam, cette attaque a fortement marqué la ville, ses habitants et le secteur du tourisme. Tchad, lancement d'une large plateforme contre le 6e mandat d'Idriss Déby. Le collectif va lancer à partir de ce samedi un mouvement dénommé Wakitam en arabe, c'est-à-dire le moment est venu en français, qui débute par un appel à manifester pour pousser Idriss Déby, candidat à sa propre succession, à ne pas briguer un 6e mandat le 11 avril prochain. Et puis vous l'avez suivi, le sieur Diato Kodjo est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir assassiné sa femme, qui l'accusait de le tromper avec un autre homme. C'est dans les échos du palais de ce samedi. Vous avez également suivi dans ce journal les sports et la revue de presse. Bon week-end à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg